sommes ici pour discuter de la prise en charge par photobiomodulation des radiodermites. Et pour ce faire, nous accueillons donc le professeur Barollet qui nous vient du Canada et le docteur François Michel qui nous vient de Thiers et donc qui sont très spécialisés, très pointus dans ce domaine. Alors, tout d'abord, pourquoi s'intéresser à la photobiomodulation dans la prise en charge des radiodermites et d'une façon générale dans les altérations cutanées? On va peut-être commencer par Daniel. Oui. Outre l'usage des lasers pigmentaires et vasculaires dans la radiodermite qui sont relativement connus et établis, donc l'hyperpigmentation post-inflammatoire par exemple, ou la formation de néovascularisation suite à une radiothérapie sont des phénomènes fréquents qui restent souvent des lésions fixes après le traitement. Et pas pendant la phase inflammatoire de la radiodermite, mais bien après. Ces prises en charge avec les lasers vasculaires et pigmentaires sont bien connues. Maintenant, est-ce qu'on peut prévenir ou est-ce qu'on peut accélérer le processus de guérison pour en faire un plus beau résultat esthétique à la fin avec la photobiomodulation? Je crois que oui. C'est un traitement très prometteur. Il y a des études déjà qui ont eu lieu dans plusieurs centres, dont un centre en Belgique qui continue d'accumuler des patients lors d'un protocole qui s'appelle DERMIS. Et on montre que quand la photobiomodulation est utilisée surtout dans les longueurs d'onde visibles dans les 600 nanomètres, 630, 660 nanomètres, on peut effectivement significativement améliorer la guérison. Donc, c'est moins souffrant pour le patient puisqu'on réduit l'inflammation plus rapidement et on peut améliorer l'aspect esthétique à la fin parce qu'on module l'inflammation, on module la réparation tissulaire et donc on peut obtenir de plus beaux résultats. Il y avait des études, il me semble, qui avaient été faites au départ et on a un peu changé au niveau des longueurs d'onde utilisées. Tu peux peut-être nous en dire un petit mot? En fait, dans l'historique, on a l'impression que c'est tout récent, mais c'est quelque chose qui est plus ancien qu'on l'imagine, parce qu'au début, on a utilisé dans les services de cancérologie des lasers basse énergie, donc on était en lumière rouge, avec des propriétés tout à fait superposables, mais eux, ils cherchaient surtout à traiter l'intérieur de la cavité buccale pour des suites de radiothérapie ou de chimiothérapie, et ils ont constaté un effet réparateur, un effet antalgique majeur. Et donc des études ont été faites et ces études sont très utiles parce que c'est le point de départ pour l'efficacité et l'innocuité, ce qui est crucial, de ces lumières. Et donc on a pu ensuite développer, parce qu'en dermatologie évidemment le principe de la photobiomodulation, nous ça nous convient beaucoup mieux avec des grands panneaux, enfin des panneaux, ça va bien mieux que le petit laser qui va sur les muqueuses. Et maintenant, les études sont là et les techniques progressent, on avance bien. Et donc là, actuellement, on en est où des bases evidence, des travaux je sais qu'il y a des travaux en cours, il y a plusieurs études, oui, plusieurs équipes, plusieurs études randomisées contrôlées qui sont déjà disponibles. Il y a eu justement une revue de littérature par l'équipe belge il n'y a pas longtemps, en 2017, très intéressante, qui rapporte un peu toutes les études qui ont été publiées jusqu'à maintenant sur l'effet d'accélération de la guérison et d'amélioration du tableau clinique à la fin. Mais il y a un autre aspect qu'il faut discuter. Est-ce qu'on peut la prévenir aussi? Si on fait, par exemple, la photobiomodulation avant la radiothérapie ou quelques jours avant, est-ce qu'on peut préconditionner la peau pour pouvoir améliorer le processus? Je crois que oui. Il n'y a pas d'études encore publiées là-dessus. Moi, j'y crois beaucoup, la photoprévention. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on prépare le tissu avant l'insulte, avant la blessure, donc la radiothérapie, dans ce cas-ci? Je pense que oui, en accélérant, en déclenchant les mécanismes anti-apoptotiques, par exemple, via la signalisation cellulaire P53, on peut améliorer ou raccourcir la souffrance, raccourcir l'édème, la rougeur, et donc ce serait la prochaine étape dans l'utilisation de la photobiomodulation pour la radiodermite.
C'est vrai que ça paraît très intéressant et on se rapproche un petit peu déjà de ce qu'on observe en en prévention des expositions solaires délétères. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup à fouiller et à investiguer dans cette voie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai eu l'occasion de faire des traitements sur des patientes qui avaient eu de la radiothérapie, qui devaient être interrompues à cause des effets secondaires. C'était des effets secondaires au niveau vulvaire, c'était épouvantable. Et non seulement les effets secondaires ont régressé très vite, mais on a pu reprendre la radiothérapie sans effets secondaires. Donc on imagine la portée de cette chose-là, c'est fantastique, parce que sur la même patiente, on voit bien que l'effet préventif a très bien marché. Il s'agissait de 2 patientes, et on se demande si à terme ça ne va pas devenir systématique pour améliorer non seulement le confort, mais en plus permettre le traitement. Permettre un traitement effectif par radiothérapie, alors qu'on était coincé, qui était stoppé, oui. sûr. Donc l'enjeu est vraiment immense. Oui, il serait intéressant d'avoir des études où un seul côté est traité, dans le cas d'un traitement de bilatéralité, pour pouvoir analyser ou étudier la possibilité de prévenir l'hyperpigmentation post-inflammatoire ou même la néovascularisation qui arrive après les traitements de radiodermite. Oui, et donc là en pratique, si on pouvait donner un conseil un petit peu précoce, certes, on dirait qu'il faut peut-être effectuer des débuts d'irradiation par LED combien de temps avant la radiothérapie Dans les études pour la prévention de l'hyperpigmentation post-inflammatoire, au moins l'aspect pigmentaire de cette complication, il serait, dans le laboratoire de recherche, on a effectué un pré-traitement 30 jours avant versus 7 jours avant l'insulte, avant la blessure au laser CO2 par exemple. Et on a démontré que 7 jours était préférable. Donc probablement que si on le fait 30 jours avant, il y a un effet peut-être de saturation qui arrive. Alors au moins 1 à 3 traitements avant au moins 24 heures pour ce qui est du traitement qui précède la radiothérapie. Donc 1 à 3 traitements dans la semaine qui précèdent, des traitements qui pourraient s'étaler aux 48 heures. D'accord. Et après, au cours de la radiothérapie, on ferait peut-être une séance 24 heures avant ou 48 heures avant pour à nouveau donc les 3 traitements qui sont faits dans la semaine qui précède et le 3e traitement serait 24 heures avant la radiothérapie. Ensuite, un traitement aux 48 heures. D'accord, parfait. Oui. Donc, avec les longueurs d'onde soit dans le visible, ce qui a été beaucoup publié, c'est le 630 et 660 nanomètres, mais aussi on pourrait utiliser l'infrarouge parce qu'on sait que l'infrarouge est supérieur pour prévenir l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et on ne veut pas activer justement la pigmentation en utilisant trop les lumières visibles. Je pense qu'après, il va falloir très probablement avoir des études qui nous montrent les meilleurs paramètres, les longueurs d'onde à utiliser, éventuellement des associations. Oui. En mode pulsé, versus continu, en mode séquentiel ou ensemble, c'est pas toujours évident. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a il me semble, d'énormes perspectives. Oui. Toi, tu vois l'avenir comment? Ah oui, en plus, les découvertes du professeur Barollet sur les 30 jours et les 7 jours, c'est vraiment une chance parce que ça montre que c'est simple. C'est simple à faire. On n'a pas besoin de commencer des mois avant. On commence une semaine avant. Et c'est pas grand-chose. Ce sont des traitements très rapides, totalement indolores, bien entendu. C'est tellement simple à mettre en pratique. Donc, et sans danger. Et sans danger, oui. Et on peut l'utiliser même à la maison si on a un petit appareil qui couvre quand même des surfaces limitées, mais c'est beaucoup plus simple à ce moment-là. Certains appareils qui sont disponibles déjà. L'irradiance, ça n'a pas besoin nécessairement d'être très puissant. Si on a au moins 10 mW par centimètre carré, on s'en tire bien. Mais on ne fait que gratter la surface dans le moment, mais les paramètres vont être probablement optimisés avec les années qui viennent. Mais c'est sûr que je pense que dans l'avenir, ce sera peut-être les home devices qui vont nous permettre d'avoir des facteurs de prévention assez faciles en fait pour ce type de problème. Et il faut vraiment une coopération importante avec les autres spécialités, les radiothérapeutes, le personnel infirmier qui gère aussi ces patients. Pour pouvoir avancer, on ne peut pas avancer seul en parallèle. Je crois que vraiment... Oui, les médecins pourraient s'équiper de petits appareils et les prêter aux patients
et les récupérer après Exactement. justement la semaine de traitement. Et en cancérologie, visiblement, les médecins sont assez ouverts à ça, puisqu'ils sont assez ouverts aux soins d'accompagnement, et ça en fait partie. Donc là, ça paraît très favorable en fait. Tout de suite, là où on en est, on a des données qui nous permettent de situer à peu près le nombre de séances. On est à peu près dans les paramétrages. C'est assez bien situé. Tout ça, ça va encore s'affiner un peu, mais c'est quand même assez bien calé. Donc là, on peut démarrer des études au moins pour l'instant pour confirmer tout ça, et ce seront des choses simples à mettre en pratique, et surtout avec l'utilisation des home devices, ce sera encore plus simple. Oui, et puis aussi l'espoir d'avoir des vêtements peut-être conformables, hein, des soutiens-gorge pour les problèmes de radiothérapie au niveau du sein, ou des culottes. On sait que techniquement maintenant, avec les AMOLED et les fibres optiques, on va pouvoir très probablement développer ce type de device. Oui, ou peut-être même un soutien-gorge en tissu lumineux, à base de fibres optiques de plastique, de polymère, qui sont flexibles, qui épousent la forme et qui sont de plus en plus puissants, avec un minimum d'irradiance pour pouvoir obtenir le résultat. Donc beaucoup d'intérêt pour cette technique. Je pense qu'on peut conclure comme ça, avec beaucoup de perspectives, beaucoup d'espoir pour soulager ces personnes qui souffrent dans leur chair, et qui ont en plus ça. Et puis très souvent aussi, quand il y a une radiodermite visible qui persiste, c'est aussi un rappel de toute la souffrance que ces gens ont endurée. C'est très important. Et cette prise en charge est vraiment majeure, importante, essentielle. Merci à tous les deux. Merci. Merci.